Qui d'autre, mieux qu'André Gaume, pouvait nous faire revivre le paysage muséal liégeois? Lui qui a fondé la chaire de muséologie au sein de l'institution universitaire. Lui qui a écrit l'ouvrage fondamental sur le sujet. Lui qui a été président du Conseil des musées pendant plus de 12 ans. Remontant aux sources de l'histoire de ces musées, il y a 2 siècles sous le régime français, il nous décrira l'évolution de celle-ci, les avancées spectaculaires, les reculs néfastes, les institutions qui sont derrière, le territoire de compétences, en mettant en évidence et en exergue que ça soit le musée Cursus, le trésor de la cathédrale, le musée de la Bovary. Nous pourrons, de la sorte, sans langue de bois, depuis ce qui a été la quasi-faillite de la ville de Liège dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, voir quelles sont les perspectives de ce monde muséal qui nous tient tant à cœur. Je vais d'abord brancher mon chronomètre pour ne pas trop dépasser le temps. Alors oui, amour et désamour des musées liégeois, ça peut être effectivement l'amour et parfois le désamour que je leur porte, mais c'est aussi et surtout dans mon esprit l'amour ou le désamour que les Liégeois, au fil du temps, des décennies, des siècles, leur ont porté, puisque les choses à Liège ne se sont pas passées, dans beaucoup d'autres endroits, ne se sont pas passées de façon uniforme, sans heurts, au contraire. Je voulais dire aussi que ce titre ne doit pas vous laisser penser que je vais raconter des histoires lestes sur les musées, les dessous des musées. Il s'agit bien de l'amour symbolique que l'on peut porter aux choses des musées et aux musées en général. Je pense d'ailleurs que les musées de Liège, vous les connaissez. C'est autant que moi, en tout cas dans leur situation actuelle. Vous avez visité ces dernières années le Grand Cursus, la Bovary, le musée de la Vie wallonne, le trésor de la cathédrale, peut-être le Préhistomuséum à Flémal, la maison de la métallurgie ou de l'industrie, le musée d'Herstal et l'aquarium, bien évidemment, surtout si vous avez des enfants. Si on se reporte il y a une trentaine d'années, grosse génération, au début des années 90, beaucoup d'entre vous ont visité le musée d'art wallon à l'île aux Saint-Georges, le MAMAC à la Bovary, les musées d'archéologie et d'art décoratif, c'est-à-dire le Cursus, le musée du Verre, le musée d'Ansembourg, le musée de la Vie wallonne à la cour des mineurs, le musée d'armes, le Maram et quelques autres petits musées dont certains sont aujourd'hui disparus. Reculons encore plus dans le temps, en 1955. Alors là, il y en a moins sans doute parmi vous qui fréquentaient les musées. Moi-même, je n'étais pas encore en âge, j'étais né, mais je n'étais pas encore en âge de les fréquenter. Et donc, pour m'aider à faire un panorama des musées liégeois en 1955, je vais m'aider d'un guide touristique, le fameux guide bleu, qui était ce genre de guide constitue pour les amateurs et les historiens des musées des sources inépuisables, car les guides anciens systèmes étaient excessivement complets, avec une description souvent salle par salle, parfois vous donnez le nom du conservateur. Enfin, c'était une autre époque par rapport au guide touristique d'aujourd'hui. Enfin, j'ai donc pris, et je collectionne un peu les guides touristiques anciens, et donc j'ai consulté le guide de 1955 de la Belgique-Luxembourg, et qui avait été rédigé par André Rousseau, et donc il recense 9 musées. Alors je vais vous les donner dans l'ordre du parcours du guide. D'abord le musée des Beaux-Arts, rue des Anglais, à côté de l'Académie. Le trésor de la cathédrale et le musée diocésain, précise qu'on entre par le cloître. L'université, place du Vatou, avec sa bibliothèque, où peuvent se voir de nombreux manuscrits, tableaux, gravures, dessins et médailles, et un intéressant cabinet d'histoire naturelle dont la section paléontologique est particulièrement riche. J'ai repris les mots du guide bleu. Le musée Grétry,
le Palais des Beaux-Arts à la Beuverie, qui présente depuis peu une très belle collection consacrée à l'art liégeois et par extension aux arts wallons, c'est en 1955, le musée d'Armes, le musée Curtius, somptueuse demeure que fit construire Jean Curtius, munitionnaire des armées espagnoles, qui renferme le musée archéologique. Le musée de la vie wallonne, au 136 rue Ferronstrée, je pourrais dire l'adresse parce que beaucoup ont oublié qu'il a été rue Ferronstrée pendant longtemps, où peut se voir entre autres raretés la dynamo de Zénobe-Gramme. Et enfin le musée d'Ansembourg avec ses collections d'art décoratif liégeois du XVIIIe siècle. Voilà ce que vous auriez pu visiter si vous aviez fréquenté les musées en 1955, et peut-être certains d'entre vous l'ont fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le paysage muséal a bien changé durant ces 70 ans, vie d'homme en fait. Quelle instabilité! On est loin de ce qui peut s'observer ailleurs, en Belgique et dans les pays voisins, où l'univers muséal est beaucoup plus stable, confinant parfois à l'immobilisme. À Liège, la paralysie semble céder le pas à la frénésie du changement. Alors vous me direz, ce sont les grandes réformes des dernières années qui expliquent ces changements. Mais ce n'est pas vraiment exact, comme on lit le guide de 1955 par rapport à ce qu'on connaissait il y a 30 ans, il y avait déjà énormément de choses qui étaient différentes. Mais pour s'en convaincre tout à fait, il faut remonter davantage dans le temps, évidemment. Et pour cette seconde exploration du passé muséal, je ne vais plus utiliser de marche à rebours. Je vais suivre la chronologie dans son ordre logique, en commençant au début du XIXe siècle. Alors, j'ai divisé le développement des musées à Liège en 3 périodes. La première période, elle va de 1800 à 1920, comptez large, et je la qualifierai la formation d'un paysage muséal. J'aime bien l'expression paysage muséal pour décrire l'ensemble des musées dans une ville, une région, enfin dans un endroit donné. Je pense que c'est assez significatif de voir comment les différentes institutions s'organisent entre elles, ou ne s'organisent pas parfois. Alors, 1800-1920, formation d'un paysage muséal. Alors, 1800, ce sont vraiment des prémices. Je n'ai pas vraiment de musée à vous proposer. Après la création à Paris du musée d'histoire naturelle et du Muséum central des arts, qu'on appelle le Louvre aujourd'hui, en 1793, la République française décide en 1802 d'implanter des musées dans les départements. 15 villes sont choisies, dont 3 hors du territoire français actuel, et parmi elles, Bruxelles. Et effectivement, le musée de Bruxelles s'ouvre en 1803. Vous connaissez la rivalité séculaire entre Liège et Bruxelles. Et donc, Liège ne se satisfait pas de cette situation, et un magistrat français qui était nommé à la Cour supérieure de justice à Liège, Louis-Pierre Saint-Martin, va multiplier les démarches pour obtenir la création d'un musée dans sa ville d'adoption. Il achète même des œuvres qu'il destine au futur musée espéré, en vain. Il meurt à Liège en 1819 sans avoir vu son rêve se réaliser. La seconde date à retenir dans notre parcours est celle de la fondation de l'Université de Liège, en 1816-1817. Pourquoi l'université dans le paysage muséal, me direz-vous? Lorsque le roi Guillaume Ier crée un réseau d'universités dans le jeune royaume, il s'inspire explicitement d'un modèle, qu'on qualifie aujourd'hui d'humboldtien, proposé par le linguiste et homme politique prussien Wilhelm von Humboldt, sur la base duquel il a créé une université qui s'appelle aujourd'hui l'Université von Humboldt à Berlin. Ce modèle fonde l'enseignement sur l'expérience pratique et prévoit la disponibilité de collections, d'échantillons naturels, de documents historiques sur lesquels les professeurs peuvent appuyer leurs enseignements. Et en créant l'Université de Liège, Guillaume Ier offre une première collection, une amorce en quelque sorte des collections. Il offre des spécimens, des monnaies et des dessins extraits des collections royales pour lancer en quelque sorte le mouvement. Le décret de fondation prévoit qu'un professeur sera chargé d'accroître et de conserver les collections. Et c'est encore le cas aujourd'hui. À l'Université de Liège, il y a un professeur de la faculté des sciences
le plus souvent, qui est chargé des collections. Un des plus célèbres a certainement été l'entomologiste Jean-Théodore Lacordaire, à ne pas confondre avec son frère, le bouillant orateur, prédicateur dominicain, qui faisait se pâmer les jeunes filles pieuses. Jean-Théodore, lui, sera recteur de l'université de Liège de 1857 à 1861. Sous sa direction, les collections naturalistes s'accroissent de façon exponentielle pour atteindre un total de 12 000 espèces à la fin de sa carrière. C'est lui en particulier qui achète une importante collection de poissons tropicaux, naturalisés, rassemblés par un explorateur professionnel français, le comte de Castelnau, dont l'université de Liège possède également les carnets de notes prises pendant ses expéditions en Afrique et en Amérique du Sud. Carnets de notes illustrés, ce qui est tout à fait intéressant, puisqu'on a ainsi des aquarelles représentant les poissons que l'on possède également. En parenthèse, ces carnets ont permis de restaurer les couleurs des poissons. Alors bien sûr, l'accès à ces collections est plutôt restreint, limité en fait aux professeurs, chercheurs et étudiants, ainsi qu'aux quelques naturalistes de passage. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu'un large accès aux collections universitaires soit organisé. J'en reparlerai. Mais cette impulsion initiale, jamais démentie, fait que ce sont aujourd'hui les musées universitaires qui drainent le plus de visiteurs à Liège. Bon, je vous entends, vous me direz, il y a un aquarium dedans, et l'aquarium c'est très attractif. Et enfin, troisième date, 1836. Un musée des beaux-arts. Alors il faut bien choisir une date, 1836. Mais celle-ci s'inscrit dans une histoire, ou même une préhistoire, qui commence avec la création, en 1775, par le prince-évêque Wellbruck, d'une académie de peinture doublée d'une école de dessin. École qui renaît ensuite, sous le régime français, au sein de l'école centrale, puis sous la forme d'une académie royale pendant la période hollandaise. Après l'indépendance de la Belgique, le premier bourgmestre de Liège, Louis Jamme, qui était lui-même un peintre amateur, obtient du Conseil le maintien d'une école de dessin sous l'égide de l'administration communale. La création de cette académie de beaux-arts en 1835, s'accompagne du rassemblement de collections d'œuvres, celles des écoles de dessin précédentes surtout, pour servir de modèle aux collections d'œuvres, donc pour servir de modèle aux élèves artistes. Ces collections sont installées provisoirement dans l'église Saint-André, place du Marché, église qui avait été désacralisée, dès 1836. Retenons cette date comme point de départ de l'histoire très mouvementée, vous allez le voir, du musée des Beaux-Arts de Liège. L'académie, elle, est installée dans la rue Féronstrée, dans un ancien hospice, et en 1860, le musée quitte la place du Marché et vient s'installer non loin de l'académie, dans l'ancienne halle des Drapiers, qu'il quittera en 1903 pour s'installer dans le nouveau bâtiment de la rue des Anglais. Il ne faut pas se leurrer, pas plus que ses homologues universitaires, pas plus que le musée d'archéologie dont je vais parler maintenant, le musée de l'Académie n'ouvrait pas largement ses portes au public. Il rassemble avant tout des collections destinées aux étudiants de l'Académie et aux artistes. J'ai parlé d'archéologie. Je vais donc parler de la création de l'Institut archéologique liégeois. Le 4 avril 1850, quelques hommes animés du désir de, je cite les statuts, rechercher, rassembler et conserver les œuvres d'art et les monuments archéologiques que renferme la province, fondent l'Institut archéologique liégeois. Un de leurs objectifs est l'ouverture à Liège d'un musée, institution utile et patriotique qui permettra de raviver la science historique et pourra rendre aussi des services réels aux arts qui se nourrissent et s'inspirent de la tradition, à l'industrie elle-même qui, à mesure que la civilisation avance, doit recevoir une impulsion de plus en plus vive de la science et des arts. Conception très positiviste du musée. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et il faudra à ses fondateurs patienter plus d'un demi-siècle pour que ce désir de musée se réalise pleinement. Peut-être justement parce qu'il s'agit plus d'un désir que d'un véritable projet. Durant ce demi-siècle, l'Institut archéologique liégeois, l'IAL,
est hébergé en différents lieux du Palais des Princes-Évêques. Mais jamais rien de définitif, et jamais rien qui ressemble à des salles d'exposition. Le moment est peu propice, le palais est en travaux pour y aménager les locaux du gouvernement provincial. Paradoxalement, l'architecte en charge des travaux, Jean-Charles Delceau, est lui-même membre fondateur de l'Institut archéologique liégeois, et il en a été le premier conservateur de 1850 à 1855. Mais les nécessités sont telles qu'il ne peut se montrer trop accommodant à l'égard de ses collègues, dont il se fait mal voir. Au reste, ces différents lieux provisoires constituent des points de chute plus que de véritables installations, malgré le nom de musée provincial qui lui est donné. Donc, au fil des décennies, ces bureaux, ces collections se déplacent au sein du palais. D'ailleurs, la collection n'est pas bien grande. Lors du déménagement de 1868, 600 pièces seulement sont à transporter d'un coin à l'autre du palais. En fait, personne n'en veut de ce musée. Lorsque le premier président de l'Institut archéologique liégeois, le baron d'Hautrep de Bouffette, qui va quitter Liège, propose de faire don de sa collection personnelle à la province, celle-ci la refuse, au motif des frais que cela va générer. Il envisage alors de la donner à la ville. Il fait savoir qu'elle refusera également. Personne n'en veut. Peut-être même pas les membres de l'Institut, qui sait. Peut-être sont-ils restés trop collectionneurs, pas assez motivés par le sens de l'intérêt général, au-delà des discours lénifiants de circonstances prononcés par les uns et les autres à l'occasion des diverses inaugurations. Finalement, en 1874, 3 salles, décemment aménagées à défaut d'être très vastes, sont mises à disposition de l'IAL et de ses collections dans l'aile sud de la seconde cour du palais, le long de la rue Sainte-Ursule. Inauguration solennelle, le 12 octobre 1874. L'Institut va y rester un peu plus longtemps que dans les autres lieux. Il va y rester jusqu'en 1909, mais ces salles ne sont pas aménagées pour accueillir du public. Et s'il faut parler de musée à leur propos, il s'agit plutôt d'un musée destiné aux membres de l'IAL et à leurs éventuels invités. L'état d'esprit va radicalement changer dans la dernière décennie du siècle. Et c'est de la ville que vient la solution définitive. Dès 1896, les autorités communales décident de regrouper leur propre collection d'archéologie et celle de l'Institut archéologique liégeois dans la maison Curtius, emblématique bâtiment du début du XVIIe siècle. La ville l'acquiert en 1901. Des travaux de rénovation et d'aménagement sont entrepris sous la direction de l'architecte de la ville, Joseph Losberg. Le musée archéologique liégeois, c'est son nom, est inauguré le 1er août 1909. Une convention définit les responsabilités de chacun. L'organisation du musée et la conservation incombent à l'IAL, tandis que la ville pourvoit aux charges de fonctionnement et de personnel. Un directeur est nommé par l'autorité communale sur proposition de l'Institut, et le premier est Jean Servet. De provincial, le musée est devenu communal. Le changement d'attitude de la ville a peut-être été motivé par la création, en 1885, du musée d'armes, à quelques dizaines de mètres de la maison Curtius, sur le quai de Maastricht. Par rapport aux 2 exemples que je viens de détailler, la situation est ici limpide. Au début des années 80, 1880, un groupe d'armuriers liégeois forme le projet d'une exposition commune de leur production et éventuellement sa transformation ultérieure en musée permanent. Parmi eux, Pierre-Joseph Lemille, fils d'un soldat de l'Empire, qui avait rassemblé une riche collection d'armes anciennes et contemporaines, qui est un armurier lui-même. Lemille décède en 1882 et cède à la ville sa collection d'armes ainsi que son habitation, l'hôtel de M de Beauvais, avec obligation pour la ville d'en faire un musée d'armes. L'intention de Lemille est double. Il s'agit de rassembler des armes à feu portatives du monde entier à des fins didactiques et commerciales pour les professionnels et pour répondre à l'intérêt du public en général. On retrouve là la double finalité qui est assignée au Kensington Museum, aujourd'hui le Victoria and Albert Museum à Londres, dans les années 1850.
Le musée d'armes ouvre ses portes le 19 juillet 1885. Enrichi au fil des ans par des achats et des donations, il poursuit son développement et devient un des principaux musées du genre dans le monde. La linéarité de son parcours contraste fortement avec ce qui s'observe pour les autres musées liégeois. On retrouve pourtant une semblable stabilité pour le musée d'Ansembourg, ouvert dès 1905 dans l'hôtel du même nom, qui rassemble les collections d'art décoratif du XVIIIe siècle de la ville. À partir de 1923, sa direction scientifique est confiée à l'IAL. Ces trois musées voisins, Curtius, Ansembourg, Armes, déterminent dès ce moment un quartier des musées le long de l'axe de Féronstrée. Un quatrième musée les rejoint bientôt. Je veux parler du musée de la vie wallonne. L'idée d'un musée de folklore wallon remonte à 1891, suite à l'exposition Ethnographie congolaise présentée au Conservatoire de Liège. Le rapprochement est en lui-même significatif entre l'ethnographie exotique et l'ethnographie wallonne. Précédé d'un éphémère musée du Vieux-Liège en 1894, devancé par le musée ethnographique créé à Anvers par Max Elskamp en 1903, c'est le premier musée ethnographique en Belgique, le musée de la vie wallonne voit le jour en 1913. Grâce à l'action inlassable de Joseph Maurice Remouchant, militant wallon, tendance unitariste, dirait Philippe de Staët. Le congrès wallon tenu à Liège en 1905 avait encouragé l'idée de créer des musées d'art populaire et régional en Wallonie. 4 ans plus tard, le professeur d'Outrepont, de l'Université de Liège, publie un article manifeste de l'utilité de créer un musée de la vie wallonne. Et enfin, le 18 mars 1913, les statuts du musée sont approuvés et ses promoteurs lancent aussitôt un appel au public pour rassembler objets et documents afin de constituer un premier fonds. Cela est à souligner. Il n'existe pas, dans ce cas, de collection préalable. Le musée existe sur papier avant sa collection. Se pose aussitôt la collection de bâtiments. Où va-t-on installer le nouveau musée ? Trouve d'abord refuge dans les combles de la maison Curtius, grâce à la collaboration active de l'IAL et de son conservateur Jean Servet en particulier. Malgré l'inconfort des lieux, Joseph Maurice Remouchant et ses collègues développent les activités du musée dans une orientation scientifique, en particulier par la mise sur pied des enquêtes dans les années 20. En 1925, le musée de la vie wallonne déménage et s'installe dans ses murs, au 136 de la rue Féronstrée, installation qui devait être provisoire, dans l'attente de l'aménagement de l'ancien hospice du Verbois, mais qui va s'éterniser jusqu'en 1970. C'est alors seulement que le musée s'installe définitivement là où nous le connaissons aujourd'hui, dans l'ancien couvent des Frères mineurs. Dernier musée à évoquer dans cette première période, le musée diocésain. Alors il faut revenir un peu en arrière et dire un mot de ce musée qui se crée discrètement en 1892 à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul. Celle-ci, héritière de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert détruite à la Révolution, possède de longtemps des collections d'objets religieux, d'œuvres d'art, de pièces textiles, dont les droits de propriété ne sont d'ailleurs pas toujours clairs. Chapitres, évêques, paroisses, communes. En 1892, à l'initiative de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, est créé un musée diocésain qui, bien que logé dans les bâtiments annexes du cloître de la cathédrale, se distingue du trésor proprement dit. Cette situation quelque peu ambiguë subsistera jusqu'à la création d'un musée d'art religieux par la ville, le Maram, en 1977. J'y reviendrai. Alors, au terme de cette première période, je voudrais tirer une conclusion provisoire. Car avec la Première Guerre mondiale s'achève ce qu'on pourrait appeler le premier temps des musées à Liège, celui de leur fondation et de leur développement initiaux, trop souvent chaotiques, comme on l'a vu. Le manque d'intérêt des autorités, la précarité des installations dans des bâtiments inadaptés et sans doute aussi la faiblesse du tissu culturel local, joint à l'attractivité de Bruxelles, autant de facteurs qui conduisent à un paysage muséal tardif et bancal qui ne suscite guère l'intérêt du public. Car c'est bien là, me semble-t-il, le facteur déterminant du retard de Liège et plus largement de la Wallonie
dans le développement de véritables musées destinés au public, l'absence d'une demande de la part de ce dernier. Jules d'Estrées ne dit rien d'autre en 1911, lorsqu'il dresse le bilan de l'exposition de Charleroi. Je cite, « Une exposition d'art devait être particulièrement bienfaisante en un milieu tel que le nôtre. L'affirmation d'idéal qu'elle comporte était indispensable en cette région de Charleroi. Nous avons une classe ouvrière admirable de générosité et d'endurance au travail, mais ces distractions sont grossières et trop souvent, l'alcool et le tapage en sont les principaux éléments. Nous avons une bourgeoisie industrieuse, habile et avisée, mais qui, à part de rares exceptions, est aussi pauvre au point de vue intellectuel ou esthétique que le plus pauvre des ouvriers. » Fin de citation. Le constat est amer. Et il contraste avec la prospérité économique de la région, et en particulier de la région liégeoise, qui est exceptionnelle à cette époque, comme le montre puissamment l'exposition universelle de 1905. Passons à la seconde période, 1920-1990. J'intitule « Grandeur et décadence ». L'entre-deux-guerres constitue un temps de stabilisation pour le musée liégeois après les difficultés dont je viens de parler. En particulier, l'époque de déménagement semble révolue, du moins provisoirement. Rien à signaler, donc. Pas tout à fait. 1939, la vente de Lucerne. Dès l'arrivée au pouvoir des nazis, en 1933, les musées allemands font l'objet de purges pour éliminer des collections ce que le régime qualifie d'art dégénéré, Entartete Kunst, en fait principalement les œuvres des artistes juifs ou communistes, ou supposées telles. Le devenir des pièces saisies est variable, de la destruction par autodafé à la revente. En juin 1939, une sélection de 125 tableaux et sculptures, jugés rentables, c'est-à-dire susceptibles de rapporter beaucoup de devises, sont proposés aux enchères à la galerie Fischer à Lucerne, en Suisse. Le critique d'art Jules Bossement en informe l'échevin des Beaux-Arts, Auguste Buisseret, soulignant l'échevin de la ville de Liège, Auguste Buisseret, soulignant la valeur artistique des œuvres mises en vente et l'opportunité que cela offre pour le musée des Beaux-Arts d'enfin acquérir des pièces significatives d'art moderne. Jusqu'alors, en effet, ce musée s'en est tenu à une politique d'acquisition frileuse et très conventionnelle. Buisseret se laisse convaincre et bientôt des fonds importants sont rassemblés grâce au mécénat d'industriels liégeois sollicités et à un subside exceptionnel octroyé par le ministre de l'Instruction publique, Jules Lusbert, ancien recteur de l'Université de Liège. La ville apporte également une contribution importante. Petite délégation de 5 personnes, conduite par l'échevin Buisseret, se rend à la vente et réussit à acheter 9 tableaux pour un montant largement inférieur aux moyens financiers rassemblés pour l'occasion. 126 000 francs suisses, équivalent de 545 000 euros. Parmi ces œuvres se trouve la bien connue Famille solaire de Picasso, Le sorcier de Paul Gauguin, Les chevaux bleus de Franz Marc ou encore La maison bleue de Chagall. Ces 9 tableaux comptent aujourd'hui parmi les pièces maîtresses des collections liégeoises. Une seconde vente, au mois d'août, à Paris, permet à Auguste Buisseret d'acquérir 9 autres œuvres. Des voix s'élèvent pour reprocher d'avoir, par ses achats, alimenté en devises le trésor nazi. On en pense ce qu'on veut, mais une chose est certaine, les membres de la délégation liégeoise ne sont pas suspects de sympathie envers le régime hitlérien. Bossement sera actif dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Buisseret est arrêté dès juin 1940. Ox sera prisonnier politique et exécuté en 1944. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux musées voient le jour. Dès 1952, le musée d'art wallon. Comme en écho des appels et des actions de Jules d'Estrées pour la défense et l'illustration des artistes wallons, notamment lors de la grande exposition de Charleroi de 1911, le Congrès wallon de Liège, en 1945, réclame la création d'un musée d'art wallon. Les autorités communales liégeoises donnent suite à cette idée et on retire des cimaises du musée des Beaux-Arts les œuvres des artistes d'origine wallonne du XVIe au XXe siècle, de Lambert Lombard à Georges Collignon, je ne suis pas sûr qu'il y avait déjà un Collignon à cette époque-là, pour former un musée d'art wallon qu'on installe dans le Palais des Beaux-Arts,
qui avait été construit dans le parc de la Bovary pour l'exposition universelle de 1905. Le nouveau musée reste lié à l'ancien avec une direction commune. Ce départ des œuvres wallonnes, c'est l'occasion d'une réorganisation des salles du musée de la rue des Anglais pour y installer précisément les œuvres acquises en 1939 à Lucerne et à Paris. Cependant, cette partition constitue aussi le début du démantèlement du musée des Beaux-Arts lui-même. À la fin des années 70, un nouveau musée d'art wallon sera construit par l'architecte Henri Bonhomme dans le complexe de la cité administrative à l'île aux Saint-Georges, et les collections modernes et contemporaines du musée des Beaux-Arts seront rassemblées dans le bâtiment de la Bovary devenu vacant en un musée d'art moderne et d'art contemporain, le MAMAC, inauguré en 1993 par une exposition sur Cobra. Les collections restantes, art ancien, flamand ou étranger, seront-elles remisées en réserve. En 1979, le processus arrive à son terme. Le bâtiment de la rue des Anglais est démoli, en tout cas la partie musée, pour dégager l'espace et faire passer la percée autoroutière qui conduit depuis le carrefour de Fontainebleau jusqu'à la place Saint-Lambert. Exit le musée des Beaux-Arts. Je vais vous emmener maintenant un petit peu au nord de Liège, à Herstal, pas loin, où en mars 1936 est constituée une ASBL qui prend le nom des Amis du musée herstalien. Elle affirme par son nom sa volonté de voir créer un musée, qui n'existe pas encore, consacré à l'histoire, l'art et l'archéologie de la ville. Il faudra malheureusement de nombreuses années avant de voir ce souhait se réaliser. Pourtant, les choses semblaient se présenter favorablement. La commune avait acquis en 1930 un immeuble du XVIIe siècle, la maison Lovin-Fosse, pour y établir un musée. C'était compté sans la guerre. Après plusieurs installations provisoires, ce n'est qu'en 1970 que le musée herstalien peut prendre définitivement, espérons-le, possession de la maison Lovin-Fosse et d'un bâtiment annexe et y exposer ses collections fort variées, où à côté de l'archéologie, la dimension industrielle occupe une belle place. Passé et présent local oblige. Une grande exposition, Herstal avant l'an 1000, conçue sous la direction du professeur André Joris, inaugure cette installation. Tout récemment, l'immeuble a bénéficié d'une remarquable restauration. Il ne manque que l'extension promise, mais reportée, pour permettre au musée de pleinement mettre en valeur le passé herstalien. On constate également à cette époque le renouveau des musées universitaires, je l'avais annoncé tout à l'heure. L'élection de Marcel Dubuisson comme recteur en 1953 va provoquer un bouleversement en profondeur des musées de zoologie. Ce professeur de biologie peu connu, son élection nécessitera 39 tours de scrutin, donc personne n'en voulait non plus. Ce professeur, donc, Dubuisson, va se révéler un entrepreneur hors pair. Convaincu que l'université doit assumer une mission de diffusion des connaissances au-delà du public restreint des chercheurs et des étudiants, il lance le projet d'un grand complexe muséal destiné au public le plus large, au quai Van Beneden, comprenant un aquarium en sous-sol de l'Institut de zoologie et un muséum tout en haut du bâtiment sous une nouvelle toiture. Muséum et aquarium sont inaugurés en 1962. Ils deviennent très vite, l'aquarium surtout, l'institution muséale la plus fréquentée de Liège. 5 ans plus tard, Dubuisson organise, avec l'aide du FNRS, Fonds national de la recherche scientifique, la première expédition scientifique à la Grande Barrière de Corail, dans le Pacifique, au large de l'Australie. L'extraordinaire succès scientifique de cette expédition se mesure notamment par la quantité gigantesque d'échantillons et de spécimens marins rapportés à Liège, où ils viennent enrichir les collections, les bassins, les vitrines du tout jeune Aquarium Muséum. Pour faire référence à l'actualité, vous savez que l'Aquarium Muséum, enfin le muséum est fermé pour travaux, puisqu'il va être totalement rénové 60 ans après sa création. D'autre part, en 1968, les collections artistiques et historiques de l'Université de Liège, conservées jusque-là par la Bibliothèque générale de l'institution, le guide bleu de 1955 qui faisait allusion, donc ces collections quittent le giron
de la bibliothèque et bénéficient d'un statut autonome qui leur permet une gestion plus muséale des collections, en particulier par l'organisation d'expositions sous le nom de collection artistique de l'Université de Liège, puis de Galerie Huitert et aujourd'hui de Musée Huitert, du nom d'un généreux donateur du début du XXe siècle. Je vais vous parler maintenant de musée de l'industrie. On ne saurait trop souligner l'importance de l'industrie dans la culture régionale, que l'on s'intéresse aux milieux populaires ou bourgeois. Pas étonnant dès lors que ce pan des activités humaines occupe une place remarquable dans les musées locaux, je l'ai dit pour Herstal, et c'est le cas aussi au musée de la Vie wallonne, qui est davantage urbain et industriel que rural, au contraire de ses homologues français, comme le musée en Arlaten ou le musée alsacien de Strasbourg par exemple, ou des musées allemands et Heimatmuseum. Ce trait culturel se manifeste aussi par la création d'un musée spécifique, au nom d'ailleurs explicite, le musée du fer et du charbon. Deux cadres d'entreprises métallurgiques rassemblent dans les années 50 des collections relatives à leur secteur professionnel. Léon Willem à Espérance Londeau et René Évrard à la Compagnie internationale des conduites d'eau, un des fleurons de l'industrie liégeoise à cette époque. En 1960, ils créent conjointement le musée du fer et du charbon, avec le soutien d'Espérance Londeau. C'est d'ailleurs dans l'ancienne usine d'Otey, un bâtiment de 1845 appartenant à l'entreprise et situé en plein cœur de Liège. La pièce maîtresse du musée, c'est le haut fourneau de Gorieux, datant de 1693, démonté de son emplacement d'origine dans le Hainaut et remonté à Liège, à l'intérieur du musée, en 1959-60. Mais, pour prestigieux qu'il soit, ce monument ne doit pas cacher le reste de la très riche collection de ce musée. En 1973, Coqueril-Sambre absorbe Espérance Londeau et devient propriétaire du musée et de ses collections. 3 ans plus tard, en 1976 donc, Coqueril-Sambre, en difficulté financière, cède l'ensemble du musée, biens meubles et immeubles, à la ville de Liège, qui en confie la gestion au musée de la Vie wallonne. Mais cet hôpital venu au secours de la charité ne résiste pas longtemps, et en 1990, la ville jette l'éponge. Le musée est repris par une SBL, fondée par 5 membres comprenant 2 entreprises privées, Coqueril-Sambre et la Vieille Montagne, 2 partenaires publics, la ville et l'Université de Liège, et la Fondation d'utilité publique, Musée de la Vie wallonne. Les bâtiments restent propriété de la ville et sont concédés par amphithéose à la SBL. Le musée s'intitule désormais Maison de la métallurgie de Liège, transformé peu après en Maison de la métallurgie et de l'industrie de Liège. Et en 2009, la MMIL participe à la création de l'embarcadère du savoir en association avec des partenaires muséaux de l'université, embarcadère intégré depuis dans le pôle muséal universitaire. Pour clôturer cette seconde période, je dois évoquer ce qu'on a appelé l'affaire Picasso, en 1989. Je vois Pierre-Yves qui se réveille. Les années 80 constituent une période de crise profonde pour la ville de Liège, au bord de la faillite, suscitant les pires inquiétudes pour le personnel communal et forcément un climat social agité. Le personnel des musées n'est pas épargné, les agents, en particulier les conservateurs non statutaires, sont licenciés et seul un petit nombre sont repris sous statut précaire dans le cadre des programmes gouvernementaux de mise au travail des chômeurs. Dans cette crise, la ville se débarrasse de 2 musées. Celui de la Vie wallonne est repris par la province, le musée du fer et du charbon est pris en charge par une ASBL, je viens d'en parler. Dans ce climat délétère, une nouvelle va faire l'effet d'une bombe. La ville s'apprêterait à vendre le tableau de Picasso, La famille solaire, acheté lors de la vente de Lucerne et considéré comme le plus bankable des collections. Le conditionnel est de rigueur. Les autorités communales démentent dans un premier temps. On apprend bientôt que l'œuvre a été expertisée chez Sotheby's et vaudrait 1 milliard de francs belges, l'équivalent de 25 millions d'euros. La réprobation est quasi unanime. L'opposition à la vente se mobilise. Un colloque, musée à vendre,
point d'interrogation, est organisé à l'université par Pierre-Yves Kéris, que je salue. Finalement, la vente ne se fait pas. La ville a trouvé d'autres moyens, essentiellement régionaux, pour restructurer sa dette. Parmi les pistes proposées par les opposants à la vente pour sauver le secteur muséal, un groupe d'universitaires milite pour le regroupement de toutes les collections communales en un seul grand musée que certains verraient bien occuper le palais des princes-évêques qui, à ce moment, est en voie d'être abandonné par la justice, ce qui ne se fera pas, comme vous le savez. Serait-ce cette vision prémonitoire qui aurait inspiré les grandes restructurations des musées communaux durant les décennies suivantes, dont je vais parler maintenant? J'en arrive ainsi à la troisième période de ma sériation, de 1990 à 2016, renouveau et redéploiement. La seconde période s'est achevée dans une atmosphère crépusculaire pour le paysage muséal liégeois. Heureusement, la troisième, la plus courte de mon séquençage, est marquée par un renouveau sans précédent qui voit la création de nouveaux musées, certains ex nihilo, d'autres par le regroupement d'institutions préexistantes dans une perspective d'aggiornamento, de mise à niveau par rapport aux standards européens. Le public est enfin mis au centre des préoccupations des musées, sans négliger, cela va de soi, la gestion des collections, qui se trouvent mieux conservées, mieux inventoriées, mieux étudiées et mieux exposées que par le passé. On peut estimer que cette évolution positive est le fruit notamment de la nouvelle législation sur les musées et de son système de classification-reconnaissance, où les musées liégeois, entre nous, se taillent la part du lion. Cette période très récente, trop récente diraient certains, est difficile à aborder pour moi. Plusieurs des acteurs sont présents dans cette salle. Moi-même, j'ai été partie prenante à des titres divers de la plupart des opérations muséales mentionnées. Difficile dans ces conditions de prendre les distances nécessaires et de garder une certaine objectivité. Par ailleurs, il serait cependant frustrant et d'une certaine façon inélégant de s'arrêter à ce point de la narration, de rester sur une période marquée d'événements dramatiques négatifs, alors que l'on connaît le renouveau qui suit. J'ai donc fait le choix d'aller jusqu'au bout du récit, jusqu'en 2016 en tout cas, jusqu'à l'aboutissement du projet Bovry et l'ouverture du Préhistomuséum. Et parlons d'abord de ce dernier. Le Préhistomuséum à Flémal. La société savante, les chercheurs de la Wallonie, fondée en 1907, s'est consacrée au long de son siècle d'existence à l'archéologie et à la spéléologie, en particulier par des fouilles et des observations concernant la biologie en milieu karstique. Elle a constitué une très riche collection qui n'était guère valorisée auprès du public jusqu'en 1985. Le petit musée qu'elle entretenait était avant tout destiné aux membres de l'association et aux chercheurs qui en faisaient la demande. Le projet de rénover le musée et de l'ouvrir au public a trouvé une oreille attentive auprès du bourgmestre de Flémal de l'époque, André Coles, qui a su mobiliser la communauté française, en la personne d'André Marchal, et l'Université de Liège, pour concevoir un musée moderne à vocation didactique, intitulé le Musée de la préhistoire en Wallonie, inauguré en 1985. Mais quelques années plus tard, c'est l'engagement de Fernand Collin qui lui donne une orientation nouvelle et totalement originale, fondée sur le concept « Viens vivre la préhistoire », grâce à des animations spécifiques. Le Préhistosite était né en 1994. Cette approche originale, conçue à Ramul, a aujourd'hui fait école en Belgique et dans les pays voisins. Le public était alors essentiellement constitué de groupes scolaires. Je parle à l'époque du Préhistosite. Plus de 85% de la fréquentation. Pour rééquilibrer cette fréquentation, plusieurs phases de transformation ont été mises en œuvre avant une rénovation complète, accompagnée d'un changement de nom. Le Préhistomuséum ouvre ses portes en 2016 dans un bâtiment neuf qui a subtilement intégré l'ancien dans son bardage d'acier Corten, bâtiment conçu par l'architecte Gilles Honoré. Grâce à une politique d'exposition temporaire plus volontariste, on se souvient de Lascaux où les visiteurs découvraient une restitution 3D de la grotte en réalité virtuelle, le public individuel et familial est aujourd'hui légèrement dominant.
Mais il y a d'autres créations durant ces années. En 1990, par exemple, la Maison de la Science. L'éventail des musées universitaires s'enrichit d'un nouvel acteur à partir de 1990. Mais la création de la Maison de la Science a été précédée de plusieurs expositions préfiguratives, thématiques, tout au long des années 80. Pilotée par Roger Moreau, c'est du modèle parisien du Palais de la Découverte que la Maison liégeoise s'inspire. Les démonstrations réelles, réalisées par les animateurs du musée, devant les visiteurs, doivent faire appréhender les sciences de façon moins statique, plus vivante que les expositions traditionnelles sous vitrine. C'est le credo du Palais de la Découverte, créé en 1937 par le physicien français Jean Perrin, prix Nobel 1926 et secrétaire d'État à la recherche dans le gouvernement du Front populaire. C'est aussi celui de son homologue liégeois des bords de Meuse. S'adressant prioritairement, mais pas exclusivement, aux groupes scolaires, la Maison de la Science attire 50 à 60 000 visiteurs chaque année. Autre création marquante des années 90, c'est le trésor de la cathédrale. Bien sûr, en tant que trésor religieux, l'institution existe depuis fort longtemps, bien avant l'apparition des musées. Nous l'avons vu coexister avec le musée diocésain dans les bâtiments autour du cloître de la cathédrale Saint-Paul. Dans les années 90, le trésor bénéficie de financements régionaux qui vont permettre à Philippe Georges, son dynamique conservateur, de concevoir un véritable musée où les objets religieux, les chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, les tableaux, les tissus orientaux, etc., sont mis en scène pour raconter une histoire, celle de l'évêché et de la principauté de Liège. Tout récemment, une rénovation en profondeur de la scénographie en a encore accru l'attractivité. C'est dans les années 90 également qu'est finalisée, sous le nom d'Archéoforum, la mise en valeur des vestiges découverts lors des grandes fouilles de la place Saint-Lambert, au centre de Liège. La visite permet de plonger littéralement au cœur de l'histoire de la cité, conserver in situ, ou à peu près, sous une dalle de béton, les traces de plusieurs occupations préhistoriques, d'une villa romaine et des édifices successifs du haut Moyen-Âge à la cathédrale gothique, nécessite cependant un accompagnement médiatique spécifique pour être compréhensible par le grand public. Cela se fait en collaboration avec le trésor de la cathédrale. J'en arrive maintenant aux trois grands projets du XXIe siècle. Le premier grand projet de rénovation à être conduit à son terme est celui du musée de la vie wallonne, en 2008. Passé sous gestion provinciale en 1989, suite à la crise financière de la ville, le musée de la vie wallonne a bénéficié 10 ans plus tard d'une rénovation en profondeur qui a porté sur tous les aspects de la vie d'une institution muséale. Dans un premier temps, un chantier des collections a permis de reprendre la totalité des 100 000 objets conservés et de les transporter dans de nouvelles réserves externalisées à Anse, préalable indispensable aux travaux de rénovation complète des bâtiments de la cour des mineurs et de l'église Saint-Antoine intégrés au projet. Celle-ci est devenue une grande salle d'exposition temporaire. La restauration de bâtiments historiques classés et leur adaptation aux exigences actuelles, en particulier au fonctionnement d'un musée au XXIe siècle, est toujours chargée de grandes difficultés. Le chantier du musée de la vie wallonne n'a pas échappé à la règle. Le résultat est cependant très satisfaisant, de mon point de vue, malgré les contraintes. Pour la première fois peut-être à Liège, la transformation du musée y est pilotée avec l'appui d'un comité scientifique où se retrouvent des conservateurs du musée, des responsables provinciaux et des personnalités scientifiques extérieures venues notamment de l'université. Notre serviteur en faisait partie. Sans perdre sa pertinence en termes de folklore, le nouveau parcours se veut davantage musée de société, où l'accent est mis en premier sur le visiteur. Le musée rénové est inauguré le 12 septembre 2008 et rencontre depuis lors un succès de fréquentation remarquable grâce à une politique d'exposition temporaire attractive portant sur des enjeux de société actuels. Je passe maintenant au second grand projet, qui est le projet du cursus. Au début des années 90, les autorités communales réfléchissent à un projet de regroupement des musées communaux, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, en un ou deux ensembles plus vastes
susceptible à la fois d'attirer davantage de public et de générer des économies d'échelle. Le comité scientifique est là aussi mis en place, qui réunit collaborateurs internes et membres externes. Son fonctionnement s'avère peu efficace au point qu'on finit par oublier son existence. En 1995, la décision est prise de réaliser l'EMAL, ensemble muséal d'art et d'histoire de Liège, dans un vaste quadrilatère incluant plusieurs bâtiments anciens, dont l'hôtel de M de Baumal et la maison Cursus, entre Ferrostrée et Quai de Maastricht. L'architecte Jean-Marc Huygen est chargé d'une étude préalable devant conduire à un schéma directeur. La ville délègue la maîtrise d'ouvrage à l'ASPI+. En novembre 1995, le projet architectural est attribué à un consortium dirigé par le bureau Repérage, Adeline Rispal, associé aux architectes Blondel et Van den Eynde. Cette équipe présente un avant-projet qui prévoit un grand parcours linéaire et chronologique sur lequel viennent se greffer des expositions verticales pour exposer plus largement les collections phares comme les armes, au Palais Cursus, et le verre à M de Baumal. Un cube de verre sur 3 étages en place au cœur du quadrilatère pour distribuer les circulations, point névralgique dans ce genre d'ensemble de bâtiments vastes et disparates. Cette proposition paraît très convaincante et elle est ardemment défendue par certains. Bon. Mais l'implantation de cette structure contemporaine suscite l'opposition virulente de certaines personnes et associations, d'autant que le projet prévoit la démolition de parties de bâtiments classés en mauvais état. Des recours contre le permis de bâtir sont introduits. S'ensuit une longue bataille juridique durant laquelle le chantier est plusieurs fois entamé puis arrêté. Repérage et ses associés vont eux-mêmes devant le tribunal contre la ville et l'ASPI+, qui ont décidé, contraints et forcés, d'abandonner le projet. Finalement, le litige se conclut par une importante indemnité pour rupture de contrat en faveur du consortium d'architectes. À partir de 2001, les travaux de restauration des bâtiments classés, Cursus et M de Baumal, peuvent reprendre, heureusement, sous la responsabilité de 2 bureaux d'architectes, Satin-Le-Sac d'une part, PhD d'autre part. Par ailleurs, après appel d'offres pour l'aménagement général du musée, un nouveau marché est attribué, en janvier 2002, à un groupe français, Café, le groupe de Christian Menu. Les propositions de ce concepteur sont disproportionnées par rapport au budget estimé. Il a des prix parisiens et pas liégeois. Et cela provoque un nouveau litige. Il finit lui aussi devant les tribunaux. Sans attendre le jugement, l'ASPI+ confie en 2005 la finalisation du projet, reprise et organisation de l'architecture plus muséographie, en contrat pour compte, à l'association momentanée Cabinet PhD, Jean-Marc Huygen. Ce sont toujours les mêmes acteurs qui reviennent dans des organisations ou des associations différentes. Et ces 2 bureaux conduisent enfin le chantier à son terme en novembre 2008. Durant ces années, l'équipe des conservateurs, sous la direction de Claude Gaillère, le directeur du musée d'art, a conduit un vaste chantier des collections des 5 musées destinés à fusionner. Musée d'archéologie et d'art décoratif, Vers, Armes, Maram et Ensemble. Non sans mal, ils trouvent un accord sur les pièces à exposer, chacun voulant sauver un maximum d'objets de son ancien musée. Le nouveau musée, rebaptisé Grand Cursus, ouvre ses portes le 6 mars 2009. Il est dans l'ensemble très bien accueilli, malgré, ou en raison peut-être, des difficultés de sa gestation. Cependant, des incohérences et des dysfonctionnements apparaissent à l'usage, dont une mauvaise gestion des circulations et le sous-dimensionnement de certains équipements. Depuis son ouverture, il n'a cessé d'évoluer, avec notamment un redéploiement plus important des collections Vers et Armes. Tout récemment, d'ailleurs, on vient d'inaugurer le dernier morceau du département des arts dans le Palais Cursus, qui était l'idée initiale d'Adeline Rispal. Au total, le Grand Cursus aura coûté pas loin de 48 millions d'euros, chiffre considérable. Financé essentiellement par les Fonds européens de développement régional, FEDER,
par la région wallonne, la ville et la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'en viens maintenant au dernier projet, le projet Bovry, 2016. Apparemment pas échaudée par les difficultés pour faire aboutir ce premier grand projet, la ville se lance de rechef dans une nouvelle opération d'envergure. Mais son origine mérite d'être évoquée, car la ville s'est un peu fait forcer la main dans cette affaire. Certains d'entre vous savent certainement qu'un fonds important d'archives de l'entreprise Cockerill se trouvait depuis 1945 en URSS, qui les avait emportés de Berlin en 1945, où l'Allemagne les conservait depuis la Première Guerre mondiale. Liège, Berlin, Saint-Pétersbourg. Lors des négociations pour leur récupération, Bernard Serin, le PDG de CMI, Cockerill Mechanical Industry, aujourd'hui John Cockerill, se trouve à discuter de la possibilité d'établir à Liège, dans le palais des Beaux-Arts de la Bovry, occupé alors par le MAMAC, une antenne du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Mise en concurrence avec d'autres villes, Liège échoue finalement et l'Ermitage s'installe à Amsterdam, comme vous le savez peut-être. Une autre idée émerge alors, celle d'établir à la Bovry un centre d'exposition à ambition internationale, comme il en existe à Paris, le Grand Palais, à Amsterdam, à nouveau, la Nieuwe Kerk, ou encore à Bonn. L'objectif est évidemment de drainer vers Liège un nombre important de visiteurs touristes, mais un tel centre apporterait aussi une solution au manque de lieux adéquats pour les expositions temporaires des musées de la ville. Un consultant, Roger Deheb, se voit confier une étude de faisabilité. Puis un cabinet danois est chargé d'une analyse plus approfondie, portant notamment sur des comparaisons internationales. Ces spécialistes concluent notamment que les expositions ne peuvent pas se limiter au domaine de l'art contemporain, à l'audience trop limitée, ce que préconisaient certains. Si ce centre veut drainer un vaste public, la barre est placée très haut. La ville attend que le fonctionnement de ce nouvel outil culturel soit autofinancé, ce qui implique une fréquentation de 400 à 600 000 visiteurs par an, ce qui est gigantesque en Wallonie. Le coût du projet est estimé à 40 millions d'euros, à financer dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les pouvoirs publics, villes et fédères, apporteraient 25 millions. Tandis qu'un consortium d'entreprises réuni autour de l'assureur liégeois Etias s'engage à hauteur de 15 millions. Un dossier est introduit au FEDER sur ces bases et il reçoit une réponse positive. Mais la crise financière de 2008 survient et Etias est entraîné dans la tourmente. Elle échappe de peu à la faillite. Les millions promis s'envolent et l'ambition du projet doit être revue à la baisse et se limiter aux 25 millions de financement public. Entre-temps, le concours d'architecture a été lancé et c'est l'architecte vedette Rudi Ricciotti de Toulon, associé au liégeois Paul Hauteclerc, alors ces deux personnalités radicalement différentes, qui l'emportent sur la base d'un projet fort séduisant. Mais ce projet doit bientôt être renié pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la défection des millions promis par Etias. Après quelques atermoiements, le chantier peut enfin commencer et va être mené relativement rapidement. Toutefois, la ville fait preuve d'une certaine inconstance dans ce dossier. Je vais vous donner 3 exemples. 1. Elle veut confier la gestion du centre d'exposition à une entreprise privée, ou en tout cas un partenaire privé. Mais les dossiers soumis par les 2 seuls candidats, à 2 reprises, parce qu'il y a eu une relance du marché, ne sont pas satisfaisants, malgré la générosité du subside annuel annoncé de la ville, qui décide finalement de conserver la maîtrise de la gestion. Deuxième incohérence ou instabilité, alors qu'il s'agit d'un centre d'exposition, comme l'a recommandé le consultant danois et comme le détaille le projet approuvé par le FEDER, la ville décide soudain, en cours de chantier, d'installer à l'étage inférieur, demi-sous-sol du bâtiment, le bal
le musée des Beaux-Arts, qui avait été recréé en 2011 dans les salles du musée d'Art wallon et qui aura donc connu une existence éphémère. Y logeait donc dans les sous-sols le bal, malgré l'exiguïté des lieux, amputant d'autant les espaces pour le centre d'exposition. Troisième exemple de manque de cohérence de la ville conclut un accord avec le musée du Louvre pour la production d'expositions d'art. Partenariat prestigieux qui peut attirer des visiteurs en nombre et rassurer le public sur la valeur de ce centre d'exposition. Cela est fort bien. Mais lors de la signature de l'acte, pour laquelle le président-directeur du musée parisien s'est déplacé jusqu'à Liège, la ville ajoute une tâche supplémentaire dans le cahier des charges du partenariat. Le Louvre devra se charger également de la muséographie-scénographie de la collection permanente, le fameux BAL, ce qui n'était pas du tout prévu ni budgété dans la rémunération des services prodigués par l'institution parisienne. Tout sur coup, cela va de soi. Le chantier est cependant conduit à bon port et la Bovry, c'est le nom retenu pour désigner ce centre, alors je ne sais pas si on dit la Bovry ou le Bovry, moi je dis la Bovry. Donc Bovry peut ouvrir ses portes en mai 2016 avec une grande et belle exposition Made in Louvre sur le paysage, intitulée En plein air. Alors, comment expliquer ce revirement spectaculaire de la politique muséale de la ville? Je veux dire, comment passe-t-on d'une ville quasiment en faillite et qui, en corollaire, envisage le projet de vente des chefs-d'œuvre des collections à ces deux réalisations ambitieuses et onéreuses? Il y a la volonté politique, bien sûr. Le bourgmestre de Meyer a placé la culture au centre de sa politique communale. Il l'a affirmé à plusieurs reprises, dès son entrée en fonction en 2001. Et les musées ont occupé une place prépondérante dans cette politique culturelle. Mais la volonté politique ne suffit pas. Deuxième raison, c'est aussi, et peut-être surtout, la disponibilité des fonds européens, FEDER, qui a permis ces grands projets. Alors qu'auparavant, la majorité des fonds allait plutôt dans le N. Vous vous souvenez les fameux objectifs 1, objectif 5, etc. À l'inverse, la faiblesse de l'appareil administratif et une certaine incapacité à gérer des projets exceptionnels expliquent les difficultés rencontrées. On ajoutera que cette relative faiblesse administrative ne se limite pas à la ville de Liège, elle touche aussi les niveaux de pouvoir de tutelle, comme l'a révélé tout récemment l'interminable projet du tram. Alors il est temps de conclure. Rappelons les faits en synthèse. 1. À l'issue d'une gestation balbutiante, un premier ensemble de musées est en place à l'aube du XXe siècle. Petite dizaine d'institutions dessinent alors un paysage large, des beaux-arts à l'industrie, en passant par l'archéologie, la science universitaire et la vie populaire. La deuxième période constitue une phase de consolidation et de redéploiement pour certains, comme les musées universitaires par exemple, ou de démembrement pour le musée des Beaux-Arts. La crise financière communale dans les années 80 laisse craindre le pire. Mais après avoir touché le fond, la ville rebondit et la restructuration de ces musées est porteuse d'une mise à niveau par rapport aux standards internationaux qui redessinent positivement le paysage muséal. Il faut souligner la présence, elle aussi positive, d'autres acteurs, provinces, universités, associations, dans ce paysage. Au fil du récit de la vie des musées en région liégeoise, nous avons vu le rôle, parfois décisif, de nombreux collectionneurs qui se font donateurs. Je voudrais mettre 6 noms en exergue, pour le meilleur ou pour le pire. 1. Pierre-Joseph Lemille. Il a littéralement fondé, en le léguant à la ville, le musée d'Arles, un des principaux musées de ce genre dans le monde. 2. Marcel de Peuit. Anversois d'origine, il a fait toute sa carrière de juriste à la ville de Liège. Il est considéré comme le fondateur de l'école liégeoise de préhistoire, et parmi de nombreuses découvertes archéologiques, il faut citer l'emblématique Homme de Spie.
Président à 2 reprises de l'Institut archéologique liégeois, il est celui qui a apporté une assise scientifique solide à la vénérable institution, à laquelle il fait don de son importante collection en 1920, avant de retourner à Anvers, où il meurt en 1940. 3. Armand Barre. La collection rassemblée par Armand et par son père, Alfred Barre, est à la base de la création du musée du Verre, de notoriété internationale. Si on ne peut pas parler de donateur, puisque la ville a acheté la collection à sa veuve, cette démarche n'en reste pas moins remarquable. Sans eux, le musée n'existerait pas. 4. Fernand Graindorge, industriel liégeois, fondateur de l'APIAO, l'Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, avec Marcel Florquin. À sa mort en 1966, il lègue à l'État, au profit de la ville de Liège, une importante collection d'art moderne et contemporain qui vient opportunément et magnifiquement compléter le fonds débuté grâce aux achats de la vente de Lucerne. 5. François Dusbert. En donnant une collection d'horloges parisiennes de la transition 18e-19e siècle à la ville en 2008, le baron et la baronne Dusbert n'ont pas rendu un grand service au musée liégeois. En particulier en raison des conditions inadmissibles imposées, conditions inadmissibles, mais acceptées à l'unanimité par le Conseil communal. J'ai déjà beaucoup écrit sur ce sujet, donc je n'en dirai pas plus ici. 6. Charles Van den Hove, le grand architecte, a rassemblé avec son épouse Jeanne une très importante collection d'œuvres d'art contemporain. En 2004, les époux créent une fondation dépositaire des œuvres. L'architecte tente à ce moment, en vain, d'installer l'ensemble de la collection en un seul et même lieu à Liège, mais aucun accord ne peut être trouvé avec la ville. Après une série d'expositions à Maastricht pendant 10 ans, au Bonnefanten Museum, la quasi-totalité de la collection est donnée à la Ghent Universiteit en 2012. Liège ne conserve que ses regrets. Pour terminer cette conférence, je voudrais m'arrêter quelques instants sur un ensemble d'événements muséaux qui ont connu un grand succès et attiré un large public à la fin des années 60 et dans la décennie suivante. Je veux parler d'une série de grandes expositions de portée internationale, lancées par le professeur Jean Lejeune, historien, alors échevin des travaux publics et des musées et président du Grand Liège, et continuées par son successeur Georges Goldin. Elles ont permis de parcourir un millénaire d'histoire liégeoise en établissant un état de la question sur le plan scientifique pour la période concernée. Ce sont Liège et Bourgogne en 1968, Rameuse, Art et Civilisation en 1972, le siècle de Louis XIV au pays de Liège en 1975, le siècle des Lumières en Principauté de Liège en 1980. Sans doute, parmi vous, certains les ont-ils visités. Ce furent de grandes et belles expositions. Malheureusement, ces expositions n'ont pas engendré, à mes yeux, pour les musées, les effets positifs qu'on pouvait espérer. À la fin de son avant-propos dans le catalogue de Liège et Bourgogne, donc le premier de la série, Jean Lejeune exprime sa gratitude à l'égard de la ville, c'est lui l'échevin quand même, qui a dégagé les moyens nécessaires pour que, je cite, soient réunis et présentés comme il convenait les témoignages d'un siècle qui prendront place un jour dans un musée qui fait encore défaut à Liège, en 1968, et que nous projetons de consacrer à l'histoire de Liège et de son pays à travers les siècles. Ce projet resta lettre morte, comme vous le savez. Le grand cursus aurait pu être ce musée, mais je ne suis pas sûr que Jean Lejeune en aurait été pleinement satisfait. Je vous remercie de votre attention.